Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 13e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono, le premier de l'année 2024, l'occasion de vous souhaiter une joyeuse et heureuse année, une année olympique, il faut le rappeler avec le déroulement des Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 206 jours plus exactement, on va se projeter sur ces Jeux, on va parler de la participation algérienne, on va parler aussi de la participation africaine, puisque notre pays est un leader, un des leaders africains en matière de sport. L'occasion nous est donnée également de revenir sur l'année 2023 et ce qu'il a marqué avec notamment la tenue des Jeux arabes ici en Algérie. Et rien de mieux que d'entamer ce premier numéro de l'année 2024 avec un invité spécial. Il a été joueur de basketball, joueur international, il faut le rappeler. Il a été président de la Fédération algérienne de basketball, président du comité olympique algérien durant 4 mandats et actuellement il occupe la plus haute fonction qu'un responsable algérien a eu à diriger depuis l'indépendance. Il s'agit de l'Association des comités nationaux olympiques africains et j'ai le plaisir de recevoir un ami à l'émission 52 minutes chrono en la personne de Monsieur Mustapha Braf qui est également vice-président de l'Association des comités nationaux olympiques et membre du comité olympique international. Un réel plaisir de l'avoir sur le plateau de 52 chrono. C'est Mustapha, bonsoir. bonsoir. Merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Et surtout, meilleurs vœux, bonne année, beaucoup de joie et de bonheur pour l'année 2024 à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir certainement de partager cette émission avec notre consultant depuis 2012, notre compagnon de route Nordine Hani. Nordine, bonsoir et bonne année. Bonsoir Mokhtar, bonne année président. Merci. Bonne année à tous les Algériens, à tout le monde. Hein. Bonne année et puis grosse pensée pour tous ceux qui subissent en ce moment beaucoup de malheurs, de problèmes, et notamment nos frères de Gaza. Voilà, c'est vrai qu'en même temps que beaucoup célèbrent ce nouvel an, alors que des milliers de nos frères à Gaza, un petit peu partout dans le monde, subissent les affres. Oui, en hommage à toutes les victimes dans le monde et en particulier à celle de Gaza. C'est une tragédie mondiale qui affecte particulièrement les Algériens et on en figure tous, parmi ces gens qui sont profondément affectés. Voilà, on espère rapidement un retour à la paix, à l'unité de la Palestine, Inch'Allah. Et on est de tout cœur avec nos frères de Gaza. Voilà, pour planter le décor de ce premier numéro. Président, ça fait longtemps qu'on essaie de vous avoir sur notre plateau, un planning très chargé entre l'ACNOA et le CIO, et cette fois-ci, ça a été la bonne, on a profité d'un moment de répit pour vous avoir parmi nous aujourd'hui. Avant de parler de sport, j'allais dire, et surtout du sport national, l'évolution du sport algérien et les perspectives, un petit peu, on va planter le décor de l'association des comités nationaux olympiques qui est présidée par un Algérien. Alors qu'on parle d'absence sur le plan diplomatique des Algériens, des dirigeants algériens, nous avons un président de cette instance très importante dans le sport mondial. Déjà le rapport avec le comité olympique international, puisque vous êtes un membre éminent. Oui, enfin, c'est un grand honneur d'être à la tête de cette institution qui est la plus grande institution africaine. Et je crois que cela a le mérite aussi d'être à la pointe et à l'écoute de tout le continent africain. Il y a également cet aspect qui fait que je sois aussi bien heureusement membre du CIO et que je puisse participer à certaines grandes décisions et où j'ai fait valoir en même temps la voix de l'Afrique et la voix de l'Algérie. Surtout, oui. Conformément aux orientations de notre président, naturellement, qui est très alerte sur les tragédies qui existent et les grands problèmes du continent et du monde. Voilà, surtout, on vient de voir des images qui ont plus d'un sens, notamment
le serrer de main avec monsieur donc Thomas Bach, le président du comité international olympique. La relation, elle est étroite et elle est forte. Comment un dirigeant algérien commence à partir d'une carrière d'athlète, se retrouve au niveau de l'instance olympique, donc toutes les étapes de votre carrière ont été respectées pour atteindre ce stade? Moi, je crois que c'est plus le travail, l'intégrité, l'honnêteté qui fait que... Les valeurs olympiques, oui. Vis-à-vis des valeurs olympiques, c'est important. Et je crois qu'il y a une relation très étroite avec le président du CIO, parce que j'essaie de toujours avoir une vision objective des situations et de dire ce que je pense, de dire la vérité sur Vous êtes ce qui surtout existe. connu pour ça, oui. Et bien heureusement, le président apprécie cela et il s'est lié une amitié assez particulière entre nous. Dernièrement, nous avons longuement discuté au cours d'un déjeuner particulier, d'un déjeuner en tête-à-tête, où on a évoqué les problèmes de la participation des Russes et des Bélarusses. Ce sont des athlètes. Oui. Et on a longuement disserté sur ça. J'ai été athlète de l'équipe nationale et un certain temps, je ne pouvais pas me permettre de dire à mon président, de lui dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc. Et naturellement, il était d'accord. Les athlètes n'ont rien à voir dans ce qui se passe en politique ou dans les guerres praticistes qui se passent. C'est bien au contraire, c'est le sport. Bien au contraire, le sport doit permettre l'unité et construire au lieu de diviser. Et je crois que sur cet aspect, il y a largement un consensus au niveau du comité international olympique. Bon, c'est vrai qu'il y a certains dirigeants qui suivent la voie de la politique extérieure de leur pays, mais grosso modo, la situation est maîtrisée. Très maîtrisée. Nordinani, nous recevons aujourd'hui donc M. Mustapha Barraf. Ça nous fait plaisir. L'occasion pour un consultant qui s'appelle Nordinani, qui défend le sport, les valeurs du sport, et l'utilité d'opter pour une réforme ici dans le sport algérien et de restructurer le sport. Voilà, donc l'opportunité se présente aujourd'hui pour lui poser les questions qu'il faut. Écoutez, Qui est, si vous permettez, qui est lui aussi un ancien grand avant-centre de handball. Ah oui, international. On a habité le même quartier dans la school. Un ex-volant. Écoutez, c'est déjà une bonne chose de débuter l'année en invitant donc la première personnalité sportive du pays. On a toujours milité pour qu'on ait beaucoup d'Algériens qui intègrent les instances internationales. C'est comme ça qu'on peut défendre les principes du sport algérien. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Certains sont passés, sont partis, beaucoup de conflits, des conflits d'intérêts surtout. Donc on a la chance d'avoir Mustapha Barraf qui est quand même président de la CNOA et qui est un membre du CIO, c'est pas n'importe quoi. Donc il peut défendre et l'intérêt de l'Afrique et surtout l'intérêt de l'Algérie. Donc on devrait suivre son exemple, on devrait avoir beaucoup plus de personnes au niveau de nos instances. Et ça ne peut être que bénéfique pour le sport algérien. On l'a vu ces dernières années, beaucoup de fédérations se plaignent de problèmes parce que c'est la chaise vide qui veut ça. Donc on aimerait bien que ce soit, notamment au football où on parle de problèmes et d'autres, avoir des personnalités comme Mustapha Barraf. C'est vrai qu'il est là, mais il est seul. Donc il faut l'aider. Il faut rentrer dans ces instances. Faut l'accompagner dans sa besoin. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on défendra toujours. Et on doit profiter surtout de sa présence pour avoir des acquis pour le sport algérien surtout. Honnêtement, moi je fais tout ce qui est possible de faire, en particulier en direction des Algériens pour leur assurer une place dans le quota international. C'est particulièrement difficile parce qu'il y a beaucoup de conflits internes et beaucoup de questions de second ordre qui passent malheureusement, qui deviennent des contraintes externes et internes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'unir toutes nos forces pour que
beaucoup d'Algériens intègrent les instances internationales. Il y a le président de la Fédération de football, M. Walid Saadi, qui vient d'être élu vice-président de la Confédération nord-africaine de football. Et je pense que c'est quand même un bon pas. On est en train d'avancer. Il y a aussi des moments où certains gouvernements n'ont pas suivi cette ascension normale des dirigeants algériens. Comme vous vous rappelez, il y a eu à un certain moment une décision qui était pratiquement à l'inverse de ce que nous espérions. On a décidé quelque part qu'il ne fallait pas que les dirigeants algériens fassent plus d'un mandat dans leur fédération. Quand on a essayé d'argumenter en disant si un responsable algérien fait un seul mandat de 4 ans, comment aura-t-il le temps de s'intégrer dans la dimension internationale? Ce ne sera pas possible. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de... Aujourd'hui, bien heureusement, il y a quand même ce que l'on appelle Qiyada, avec à leur tête Monsieur le Président, qui fournit beaucoup d'efforts et qui vraiment véhicule des leitmotifs pour que les dirigeants algériens trouvent leur place dans les instances internationales. Et là, je crois qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Le bon sens, c'est ce qu'on souhaite pour le sport algérien. Vous avez fait ce que vous pouviez faire au niveau du sport national et actuellement vous faites autant au niveau de l'instance africaine, l'association des comités nationaux olympiques africains. Si on se fie aux avis des dirigeants et sportifs africains, on parle d'un nouveau souffle au niveau de cette instance et un rapprochement de cette instance par rapport au CIO. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Il y a honnêtement une entente et des liens très cordiaux, très fraternels entre maintenant tous les dirigeants de l'Afrique. Les 54 pays ont des relations très, très étroites et je crois qu'avec le CIO, la nouvelle démarche, la nouvelle bonne gouvernance qui est imprégnée et qui est où les gens sont fortement impliqués, fait qu'il y a le respect du Comité international olympique et qui place aujourd'hui l'Afrique comme un vecteur de solidarité, de fraternité et de bonne gouvernance par rapport aux autres continents. Il y a, comme vous le savez, 5 continents et nous étions considérés comme le 5e continent. Aujourd'hui, le président du CIO déclare que l'Afrique connaît la meilleure évolution et la meilleure gestion, la meilleure bonne gouvernance dans le monde et je crois que ça c'est important aussi. Mais ce n'est pas le fait d'un seul homme, c'est le fait qu'il y a quand même une belle équipe. Il y a un comité exécutif composé de 20 personnes qui pour chacun apporte son savoir-faire, son expertise et il y a une entente très fraternelle avec tous les présidents et présidentes du continent aujourd'hui. Le CIO a bien compris qu'il fallait composer avec l'ACNOA. Même au niveau de l'équipe des Africains qui sont au CIO, je crois qu'on est maintenant 12 avec quelques membres d'honneur aussi. Il y a une parfaite entente, on fait des rencontres quasi intermittentes. La dernière, c'était à l'occasion de la réunion du comité exécutif qu'on a tenue à Paris. Il y a eu en parallèle une réunion des membres du CIO africain et les décisions ont été prises collégialement en toute équité, en toute sincérité. Il y a beaucoup de rencontres et beaucoup d'opérations orchestrées par l'ACNOA. Et l'une des opérations qui sera importante, notamment cette année, l'année olympique 2024, c'est Africa Station. Africa Station, vous allez nous dire c'est quoi au juste par rapport aux Jeux olympiques? Vous savez, depuis la réforme qu'il y a eu en 2014, il y a un souci dans le mouvement olympique d'impliquer davantage les jeunes, de faire des jeux plus inclusifs et plus
adapté au progrès dans le monde. La jeunesse maintenant est un élément primordial des populations mondiales et cet avantage que nous avons eu, c'est de trouver dans une commune du 93, la commune de l'île Saint-Denis, qui est entre le village olympique et le grand stade, de trouver un grand espace, un grand centre sportif où vont être associés le sport pour les jeunes des communes du 93, les banlieues, ce qu'on appelle communément les banlieues, chez les jeunes des quartiers défavorisés. Il y aura donc des tournois qui seront organisés et en parallèle, il y aura donc des activités de culture, de commerce adaptées à l'Afrique. C'est une manière de mettre en exergue. Et en parallèle aussi, on a prévu que chaque champion qui aurait une médaille irait à la rencontre des jeunes carrément dans cet espace que nous avons appelé l'African Station. L'espace, cette présentation que nous avons récupérée à partir du site de l'Association des comités nationaux olympiques africains,
C'était une présentation de ce que sera la station africaine durant le mois de juillet et le mois d'août à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, un espace à ciel ouvert au cœur de la Seine-Saint-Denis. Et Nordine Hani, on dira que jamais l'Afrique n'aura été aussi proche des Jeux Olympiques comme cette fois-ci. Ben écoutez, moi, ce que je voulais dire, et je pense que le président sera d'accord avec moi, l'Afrique se réveille. L'Afrique, c'était un continent qui était constitué de majorité de pays colonisés. Et on a remarqué ces derniers temps que l'Afrique s'est réveillée et qu'il y a des leaders politiques qui prennent leurs décisions et qui aspirent à une liberté. C'est ça qui va faire la force de l'Afrique. C'est quand même un continent qui est très important. Avec le sport comme vitrine. Dans tous les domaines. Hein. Il se réveille dans tous les domaines. Et notamment dans le sport, président. Oui, cette opération, si on peut appeler ça comme ça, est une opération qui concerne le sport. Exclusivement le sport, avec à côté certains aspects qui ne sont pas lucratifs, certains aspects éducatifs et culturels. Et il faut dire que les autorités françaises ont très bien réagi à l'avènement de cette idée, de cet événement, et il y a un intérêt tout particulier qui est accordé par le gouvernement français, il faut le dire, les organisateurs, sans sourciller, et même qui recueille l'intérêt du président de la République française. Oui. L'Afrique maintenant, vous savez que les banlieues sont constituées essentiellement de Français, mais d'origine africaine, pour la plupart d'origine africaine. Et il s'agissait de leur octroyer un endroit susceptible de les intéresser, d'éviter ce processus d'exclusion, de les ramener par l'olympisme, par les acquis du sport, à de meilleurs raisonnements, à de meilleurs comportements et surtout d'apporter un peu d'éducation dans leur comportement. Et je crois que là, de ce côté-là, les choses évoluent bien et on espère qu'il n'y aura pas les problèmes qui ont été connus par le passé, comme vous avez vu le match de football. L'Algérie-France en 2001. C'était la catastrophe. Les jeunes, quand ils se révoltent, ça devient difficile à contrôler. Avec un pareil espace, ça devient difficile à contrôler. C'est une manière de les mettre en valeur et de les faire participer à la fête olympique. Que ces jeux soient inclusifs, qu'ils permettent aux jeunes de vivre les événements. Il y aura des écrans géants qui seront installés dans toute cette station et ils pourront donc suivre leurs champions, suivre les champions africains à travers les Jeux Olympiques qui vont être diffusés en direct dans cette station, dans ce grand centre olympique et sportif de l'île Saint-Denis. Et c'est une idée qui a eu l'enchantement non seulement de l'organisation, de la partie de l'organisation des Jeux de Paris, mais surtout du CIO. Oui, le CIO, qui accompagne par le biais du président, Thomas Bach, a largement approuvé et conforté l'idée de faire quelque chose pour les jeunes. Et je pense que là, on est en plein dedans. En plein dedans, il reste 206 jours plus exactement avant l'ouverture de ces Jeux Olympiques de Paris où la communauté algérienne est fortement représentée. Elle sera présente pour encourager les athlètes algériens. Le sport national, on y est pour parler tout d'abord de l'actualité. Et puisqu'on a un basketteur avec nous sur le plateau, on va commencer par le basket et la participation algérienne au championnat arabe, donc avec une élimination au quart de finale devant les Émirats Arabes Unis. Et là également, on essaie de retrouver son lustre d'antan, Mustapha Braf, le basketball algérien. Là, on voit les images des filles, mais on parle des garçons, surtout avec l'entraîneur Ahmed Bniabou qui dirige cette équipe. J'aimerais ne pas me prononcer parce que en tant qu'ancien basketteur, je crois que
Bon, il y a eu un moment où le niveau était excellent, hein, et même il y a eu une participation en Coupe du Monde, une vice-présidence. En 2002. Oui, en 2002, et ensuite, bon, malheureusement, ça a périclité. J'espère qu'on va retrouver rapidement nos marques. On a de très bons basketteurs. De très bons on jeunes a également. aussi de très bons basketteurs qui évoluent à l'étranger. Oui. Et je pense que ce sont des Algériens aussi à part entière et ils peuvent ramener un nouveau souffle au sport algérien et en particulier au basket parce qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. On va rappeler donc le score face aux Émirats Arabes Unis. C'était aujourd'hui, quart de finale, 73 pour l'Algérie, 79 pour les Émirats. Il faut rappeler que le 5 algérien a été dominé dans ce premier match en étant mené à chacun des 4 cartons 12-22, 32-47, 52-66, 73-79. La sélection algérienne s'est classée deuxième du groupe A et a hérité de la formation émirati qui avait terminé troisième dans le groupe B. Nordin Hendi, un commentaire? Ben écoutez, je rejoins un petit peu l'avis de Mustapha Barraf. Le basket, il a atteint un sommet à un certain moment en allant jouer une Coupe du Monde aux États-Unis. Et une finale d'un championnat d'Afrique. Absolument. Mais ces derniers temps, nous, on parle de la politique sportive. C'est-à-dire, on voit des championnats avec énormément de clubs et sans moyens. Des joueurs qui sont payés sans être professionnels. C'est tout ça qui doit être revu. Il y a de la patte. Moi j'ai vu des basketteurs, que ce soit ici ou à l'étranger, il y a énormément. Mais comme vous voyez le niveau du championnat, quand vous voyez des joueurs qui sont maintenant professionnels, c'est leur gagne-pain. Là, vous parlez de 3 sports collectifs. Hein? De tous les 3 sports, que ce soit le basket, le hand et le volley. Donc c'est toute une politique sportive qui est à revoir pour redonner donc la suprématie d'abord sur l'Afrique et les pays arabes, oui. Chose qu'on avait et qu'on a perdue. Maintenant, on a des problèmes avec les Émirats en basket, on a des problèmes avec l'Irak en handball. Donc, c'est toute une politique qu'il faut revoir et essayer de trouver des solutions. D'abord, diminuer le nombre de clubs en championnat. Du temps où Mustapha jouait au basket, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui jouaient, mais ils avaient des moyens. Peut-être pas, les gens n'étaient pas payés, mais ils voyageaient par avion, ils allaient dans des hôtels, ils avaient des moyens qu'il fallait pour faire de la performance. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Donc, il faut mettre un haut là et se dire, tout d'abord, revenir à handball. Vous avez un championnat de 24 clubs. C'est pas possible qu'il y ait 24 clubs qui jouent en division excellence. Donc c'est toute une politique sportive qu'il faut revoir si on veut redémarrer et monter en haut. Politique sportive, nouvelle stratégie, nouvelle réforme qui s'impose. Monsieur Mustapha Barraf, quelle est votre vision? Je suis d'accord avec M. Henni. Il ne faut rien inventer. Il faut revenir à une certaine orthodoxie, à ce que s'inspirer des grands championnats qui existent dans le monde. Et on avait de grands clubs omnisports. On a maintenant des clubs de football et d'autres. Le foot et les autres sports. Un autre club de la même dénomination avec tous les autres sports. Et sans moyens, comme il vient de le dire. Moi, je pense qu'il faut revenir à un étalon qui se veut être la mesure du monde entier. Et des grands championnats professionnels, des grands championnats en Espagne, en France, un peu partout. On ne peut pas rester maintenant avec un football tout seul, et le handball tout seul, et le volley tout seul, et CSA. Il faut une certaine orthodoxie. Et puis, je vous dis, le niveau a sensiblement baissé dans tous les sports. Je me rappelle à l'époque, on jouait à Harsha. Les équipes universitaires, c'était archi-comble. C'était 10 000 places qui étaient occupées. Et je ne parlerai pas du championnat national ou des grands derbys où la salle Harsha était pleine à craquer. Aujourd'hui, on se retrouve avec des championnats où il y a très peu de spectateurs, où il y a très peu d'entrailles. Je crois qu'il faut revenir à une certaine dimension et, comme vient de le dire M. Henni, ce n'est pas les affaires le nombre de clubs qui sont en national qui va faire évoluer le sport en Algérie et qui va faire en sorte que le niveau soit encore plus élevé. Au contraire.
Au contraire. Vous avez fait pratiquement le tour du monde. Quel est le système ou la stratégie qui vous a emballé? Quel est le pays qui va vous attirer en matière Moi, je crois qu'en basket, il faut s'inspirer du modèle français. Vous parlez de formation et sport d'élite, les deux. J'étais à un certain moment dans le bureau, quand j'étais président, j'étais dans le bureau du président de la fédération de basket, qui est devenu après président de la fédération mondiale. Et le directeur technique est venu lui parler d'un athlète qui était à 500 km, un jeune, qui était dans une école de formation et qui travaillait mal au lycée. Il ne travaillait pas bien au lycée, il était perturbé. Oui. Et ils ont chargé quelqu'un d'aller sur place, tout vérifier, avec un psychologue. Il y a une feuille de route à mettre en place et je pense qu'il est temps maintenant il y a à la tête du ministère un authentique champion. Je pense qu'il faut lui donner les moyens, il faut lui donner maintenant les compétences et les prérogatives pour avoir une nouvelle stratégie. Les moyens ne manquent pas. Le président de la République en personne soutient le sport de manière vraiment plus que favorable. Et je crois que c'est aux gens maintenant de travailler. Et on ne peut plus continuer avec des personnes qui n'ont pas les compétences et qui s'arrogent des positions d'entraîneur national. On ne peut plus continuer comme ça. Et si on ne se met pas à la mesure du temps diapason, oui, et de l'espace qui existe maintenant dans le monde, on va continuer à regresser. Et je pense que maintenant, avec le ministère des Sports, doit se charger de remettre les choses en ordre et d'adopter une nouvelle politique sportive pour le pays. La solution du sport pourrait venir des techniciens, selon vous? Les techniciens algériens, malheureusement, ne sont pas suffisamment rémunérés. Vous avez un entraîneur, il part au Qatar ou il part dans un pays du Golfe. Il touche 10 fois plus. Il touche 10 fois son salaire. Donc on doit trouver des solutions. Honnêtement, on ne peut plus continuer comme ça. Avoir des entraîneurs de l'élite qui touchent des salaires, excusez-moi de le dire, ridicules. Le sport ne peut pas se contenter de rétribuer par de très très gros salaires des joueurs, alors que les entraîneurs sont marginalisés, ne sont pas suffisamment ni appréciés, ni rémunérés, ni respectés. Donc d'abord la valeur aux techniciens, ensuite trouver des solutions. Il n'y a pas de sport sans technicien et je crois que M. Henny peut vous le dire, ce sont des hommes qui nous ont appris non seulement à pratiquer une discipline sportive, mais à vivre, à être des hommes. Et je pense que là, il y a beaucoup à faire. Ouais. Justement, moi je voudrais revenir sur ça, puisqu'il en parle. Moustapha Barraf s'est fait, de par son travail bien sûr, mais de par son expérience, parce que c'est un enfant du sport, du basket en particulier, mais du sport. Or, on a remarqué ces dernières années que les techniciens ont été éliminés des fédérations. Ils ont carrément été écartés. Donc, voilà un petit peu un problème sur lequel on devrait se pencher. Moustapha Barraf est un enfant de la réforme. C'est la réforme qu'a fait Moustapha Barraf. Et donc, après la réforme, il n'y a pas eu une politique sportive pour remplacer la réforme ou pour trouver quelque chose qui... Une autre réforme. Ouais. Et il faudrait aussi que, comme vient de le dire M. Henny, il faudrait s'occuper et respecter et donner les moyens aux éducateurs sportifs, aux entraîneurs, qui aujourd'hui sont totalement délaissés. Ils ont marginalisé carrément. Il y a eu ce gros investissement qui a été fait par l'État, puisque maintenant un ancien athlète a la possibilité, en faisant une formation, de trouver un poste budgétaire et de pouvoir travailler. Ça, c'est un acquis, oui. Bon, après, c'est encore assez compliqué parce que
les entraîneurs aussi veulent entraîner les équipes seniors. Plus personne ne s'occupe des jeunes. Si vous voyez les grands clubs de football, où il y a pratiquement une attractivité uniquement pour les seniors, et où on se retrouve avec des jeunes qui se partagent un terrain en 4, 2 fois par semaine. Ou une fois par semaine. D'information, oui. On ne peut pas après avoir un sport de haut niveau attractif et de valeur, oui. Qui fait sortir des grands talents. Là, j'étais un jeune orphelin. Il y avait un directeur des sports au ministère, Shaour, je lui suis reconnaissant jusqu'à maintenant. Il venait tous les soirs pour m'entraîner, m'apprendre à jouer au basket, etc. Alors que lui, il était directeur au ministère et il était joueur à l'USMA. Donc, pour vous dire... et ça vous a marqué jusqu'à présent? Jusqu'à maintenant. Quand je suis devenu un joueur international, tous les jeudis, j'allais, il y en a beaucoup qui peuvent le certifier, j'allais au Fruisseau, les jeunes à l'USMA, j'entraînais les gosses là-bas, je consacrais une demi-journée pour les enfants. Bon, mais c'est vrai que les mentalités ont changé, c'est surtout les mentalités qui les gens pensent plus à l'argent, ils pensent plus aux moyens financiers, aux aspects matériels. Mais bon, on ne va pas refaire le monde. Hein. On ne va pas refaire le monde. Le handball, Nordine Hagnan, on y reste pour parler de la participation algérienne au tournoi de Qatar. Après donc, un deuxième match et cette fois-ci une victoire face à l'Irak 39-35 pour préparer la CAN qui débutera le 17 janvier. Bon, après toutes les péripéties qu'a connu le handball, donc enlever un entraîneur national à un mois d'une compétition, ramener un entraîneur national, moi je peux vous certifier, je peux vous garantir qu'un entraîneur national ne peut pas changer une équipe en un stage. Il n'a qu'un seul stage. Il a le Qatar, il va voir la Tunisie. Daily, c'est quelqu'un que je respecte, qui connaît le handball, mais il lui faut du temps pour préparer une équipe. On ne prépare pas une équipe en un mois, c'est impossible. Donc on va attendre la réaction des joueurs. Tout d'abord, comment ils ont accueilli le changement d'entraîneur. Le changement d'entraîneur, surtout. Moralement, comment ils sont. Est-ce que Fallor va réussir à les remotiver? Donc c'est un temps très court. Maintenant, on commence à parler des résultats de battre l'Irak. L'Irak, c'est une équipe qui vient de commencer à parler handball. Si on parle de handball, entre l'Irak et l'Algérie, il y a deux mondes différents. L'Algérie a été une équipe qui a été au sommet de l'Afrique, qui a fait des mondiaux, qui a fait des Jeux olympiques, qui a fait même des matchs contre des équipes championnes du monde où elle a tenu en échec la Yougoslavie, où on a perdu d'un but d'écart dans les dernières minutes. Donc, il y a quand même une régression. Espérons que, puisqu'on a un tirage au sort qui peut être favorable, entre guillemets, puisqu'on joue le Maroc, la Libye, entraînée par l'Algérien, le nom va me revenir, ça va revenir, et la Libye. Donc, on a des chances de passer au second tour. Mais après, il faudra faire attention. C'est vrai qu'on ne va pas rencontrer la Tunisie et l'Égypte aux demi-finales, mais il y a quand même le Cap-Vert qui a énormément progressé, qui ont ramené des joueurs qui jouent à l'étranger et qui font du bon travail. D'ailleurs, ils ont été finalistes au Portugal, donc au dernier championnat. Il y a l'Angola. Donc il faut faire attention, on va aller à l'aventure. Personne ne peut me dire qu'un entraîneur, et Mustafa est là pour me contredire ou pour m'approuver, on ne peut pas en un mois se fixer un objectif. C'est impossible. Un mois, c'est vite passé un mois. Alors, on reste avec l'actualité. Ce qui a marqué l'actualité également, c'est le championnat national de lutte associée qui s'est déroulé durant 3 journées à la coupole Mohamed Boudiaf. Samia Chouchou était présent et est revenu avec ce compte rendu. L'affirmation de soi et la préservation de la position au sein de l'équipe nationale, c'était l'une des priorités de ces lutteurs à l'occasion du championnat national de lutte associée.
La lutte en Algérie est en progression. On a vu aujourd'hui une domination des membres de l'équipe nationale. La première journée était dédiée aux compétitions de lutte gréco-romaine, où la concurrence était intense avec une domination des éléments de l'équipe nationale. هذا العام على جال الالعاب الاولمبيه لازم نهبط للكاتيجوري اولمبيك يعني لازم كنت نثبت الوجود تاعي انه مام البطوله ما كانت سهله يعني المنافسين ما كانوش سهلين هذه ايطاب من الايطاب تاعنا باش نوصلوا للشيف تاعنا لي باري 2024 ان شاء الله. La compétition s'est clôturée avec les épreuves de lutte libre où les participants ont démontré un niveau très élevé. C'était pas facile, j'avais des concurrents très forts, mais alhamdoulilah, j'ai gagné grâce à mon expérience. والاكسبيريونس وفقنا ربي كلاسينا بلومي كالعاده حافظنا على اللقب وبربي ان شاء الله نخدموا على كاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك وانجازات عالميه باذن الله. Je suis très honoré d'avoir participé au championnat d'Algérie dans mon pays pour la première fois. Donc c'est un honneur pour moi de venir gagner ici, de rendre fier mon papa et félicitations aussi à mes concurrents, il faut être deux pour faire un beau combat. Ce championnat national permettra aux membres de la fédération algérienne d'identifier de nouveaux noms pour renforcer l'équipe nationale. Nous avons des athlètes de moins de 20 ans qui se sont classés premiers. Tout cela prouve que ça travaille dur dans les catégories jeunes. Cette compétition était une occasion propice pour nos athlètes de bien se préparer pour les prochains défis, y compris les qualifications olympiques. Voilà, ce sera au Caire, mission difficile, mais puisqu'il y a ce sera possible, Inch'Allah. Pas impossible. Pas impossible. Hein. Non, on a une bonne élite dans la lutte, qu'elle soit gréco-romaine ou la lutte libre. Et je pense qu'il y a des potentiels qui peuvent faire de bons résultats. La situation ne sera pas facile, naturellement. Les Égyptiens aussi sont une force dans ce sport. Et ils auront à combattre dans des difficultés assez extrêmes. Mais je pense qu'il y a de très bons potentiels. Oui. J'espère qu'on réussira à qualifier pas mal d'athlètes pour les... La lutte, c'est assez particulier parce que les critères de qualification sont très rigoureux. Oui. Et en particulier, si vous ne passez pas dans le tournoi africain, vous êtes obligé d'aller sur les tournois européens. Et la concurrence est rude. Ils sont favorisés également par l'arbitrage. Et c'est des points à glaner. Alors, dernier quart d'heure, on va parler de ce qui a marqué l'année 2023. On va commencer d'abord par le fameux sondage APS qui reprend du service avec la nomination de Kylian Moore chez les dames et Slimane Moula chez les messieurs, spécialité athlétisme. Retour sur cette soirée qu'a organisée l'APS et on se retrouve juste après. C'est une tradition qui se perpétue depuis 1977. Et pour cette année 2023, le choix était tout sauf facile. Les athlètes algériens ayant brillé chacun dans sa discipline, compostant pour certains d'entre eux leur billet pour les Jeux Olympiques. Le choix s'est finalement porté sur l'athlète Slimane Moula. Et la gymnaste Kylian Moore, vice-champion du monde, une première au niveau arabe et africain. Vraiment, je suis très contente d'avoir reçu ce prix. Merci beaucoup pour tout le soutien. Je me rends compte de tout le soutien que j'ai eu pour avoir ce prix et je suis vraiment très contente. En handisport, c'est la para-athlète Nassima Saifi qui a été plébiscitée chez les dames et le para-kayakiste Brahim Gendouz chez les messieurs. Chez les espoirs, le prix est revenu à la jeune cycliste Nesrine Houili, 19 ans, qui est devenue la première dame à se qualifier aux Jeux Olympiques dans sa discipline. L'USM Alger, détenteur de la Coupe de la CAF, a reçu un prix spécial. Le club ayant été lésé par la Confédération africaine, qui n'a pas jugé utile de mettre l'USMA dans la liste qui a concouru pour le titre de meilleure équipe de l'année.
La cérémonie s'est achevée par la distinction de 6 anciens journalistes sportifs qui ont marqué de leur empreinte la scène sportive algérienne. Ouais, notamment le regretté Jamal Boukrcha, un fervent supporter de l'USM Alger qui nous a quittés récemment. C'est ça. Alors, justement, retour sur c'est surtout la prestation de Kaylan Moore, vice-champion du monde en gymnastique. C'est amplement mérité. C'est mérité. Ils ont fait de gros efforts, ils ont réussi de très belles choses cette année passée. Et je crois que c'est honnêtement amplement mérité. Il y a aussi dans l'handisport, il y a cette championne qui d'ailleurs est au plan arabe aussi récipiendaire du trophée de Dubaï. De Dubaï également. Qui est un trophée assez important dans le monde arabe. Et même dans le monde. Plusieurs fois champion paralympique. Il y a Infantino qui est récipiendaire pour le meilleur dirigeant, à l'échelle internationale. Et elle est récipiendaire pour l'handisport. Voilà. Pour vous dire l'importance. Un mot sur le sondage cette année, Nounou? Bon, je préfère ne pas commenter, donc... Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Sur certaines choses, oui, voilà. Donc, bon, mais ça, ils sont libres, c'est l'APS, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais dans la liste des invités, dans beaucoup de choses, je ne suis pas d'accord, mais c'est leur choix. Voilà. On touchera à notre ami Kader Kelfat. Allez, justement, on a parlé de l'année 2023 et ce qui a marqué l'année 2023, ce sont ces Jeux arabes organisés par l'Algérie avec un grand appui également par notre ami Mostafa Barraf pour l'organisation et la tenue de ces Jeux. Retour sur ces Jeux arabes avec ce commentaire signé Riyad Belkhadim. L'édition 2023 organisée par l'Algérie aura été marquée par une éblouissante prestation des athlètes algériens dans l'ensemble des disciplines, en individuel ou dans les sports collectifs. La boxe, le judo, l'athlétisme ou le cyclisme ont été les fers de lance de la participation algérienne. Outre les autres disciplines comme l'haltérophilie ou le badminton qui ont valu leur pesant d'or face à une rude le Koweït, le Yémen, la Tunisie, la Syrie, le Sultanat d'Oman, Palestine, le Qatar, la Libye, la Mauritanie et l'Égypte. La grande réussite de ces Jeux n'est pas que sportive, elle est aussi organisationnelle. Celle de ces 15e Jeux sportifs est une grande première dans les annales du sport mondial, car cette édition, dévolue à l'Algérie moins de 4 mois avant le début des compétitions, intervient après l'organisation parfaite l'été 2022 des Jeux méditerranéens d'Oran, le Chan 2022 de football entre janvier et février 2023, ainsi que la CAN U17 en mai 2023, le tout en moins d'une année, une prouesse organisationnelle hors du commun. Une fois encore, l'Algérie, avec une solide infrastructure sportive installée dans l'ensemble du pays, notamment des grands complexes sportifs dans les principales villes, confirme sa capacité et sa maîtrise dans l'organisation des grandes compétitions sportives internationales et sa réactivité lorsqu'il s'agit d'organiser de grandes joutes sportives en cours d'un laps de temps très mince. L'Algérie, après l'édition de 2004 qu'elle avait organisée, vient encore une fois de démontrer sa grande probité, disponibilité et flexibilité à honorer ses engagements dans l'organisation de grands événements sportifs. Deux grands événements, les Jeux méditerranéens et les Jeux arabes qui ont connu un grand succès. Et on se souvient, en 2015, c'était M. Mostafa Barraf avec
son équipe qui ont réussi à obtenir le droit d'organiser les Jeux méditerranéens d'Oran et même pour les Jeux arabes. Ça doit certainement constituer une fierté pour vous. Les Jeux arabes sont une décision du président de la République. Hein. Oui. Il faut le rappeler. Je crois que le défi qui a été lancé est un peu unique en son genre. En 4 mois, décider d'organiser des Jeux assez importants. Sur le plan sportif, ce n'est pas très indicatif, mais sur le plan organisationnel, ça a démontré que l'Algérie est capable du meilleur en termes d'organisation, en termes de sécurité, et exemplaire sur le plan de la maîtrise des événements. Maintenant, sur le plan sportif, pour moi, je me dois de dire la vérité, c'est pas très indicatif. C'était de beaux jeux qui ont permis aussi, au plan politico-social, d'unir les pays arabes, les jeunesses arabes. Et c'est ça qui était important, je pense, pour le président de la République. Et c'était sa vision, revenir à une unité du monde arabe. Et d'après vous, on aurait dû profiter de ces 2 grands événements pour construire ou faire l'élite de demain sur le plan sportif, puisque vous venez de parler de... Là, on parle les de Jeux 10 arabes, ans plus tard. les Jeux arabes, le temps imparti ne pouvait pas permettre cela. Mais les Jeux méditerranéens, depuis le temps que nous avons obtenu ces Jeux par la force des bras, avec la concurrence accrue des Tunisiens qui avaient mis le paquet et qui nous ont à l'époque fortement perturbés, je pense qu'on aurait pu mettre en place des jalons pour le développement du sport en Algérie. Il fallait accompagner cela par... malheureusement, je crois que au plan de l'organisation, il y a eu beaucoup de divergences sur la manière d'opérer. Ce qui a fait retarder un petit peu l'évolution de la chose. Nordinani ? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, c'est des objectifs totalement différents. Donc, les Jeux arabes, c'était beaucoup plus pour le prestige. L'Algérie qui revient au-devant donc, de la scène africaine et arabe. Il fallait assurer le coup. Il fallait assurer, on a assuré, tout le monde est parti satisfait. D'ailleurs, moi j'ai fait la couverture au niveau d'Oran, c'était quelque chose de formidable à tous les niveaux. Quant aux Jeux méditerranéens, on les a eus, c'était bien, mais on a laissé dormir un petit peu et vers la fin on s'est précipité. L'Algérie, bien sûr, dans les moments difficiles, arrive à redresser la situation, mais on aurait pu faire beaucoup mieux pour les Jeux méditerranéens. Voilà, c'était le constat de 2 hommes du terrain, j'allais dire M. Moustapha Barraf et Nordine Hani. On va parler à présent de sport et tourisme et on va faire un petit peu la promotion d'un documentaire réalisé par Sid Ahmed Bouraïb concernant le trek de Timimoun. Il s'agit de course à pied et de tourisme. Je vous laisse découvrir un petit aperçu. Le documentaire, vous aurez l'occasion de le découvrir donc demain à partir de 19h30, juste après le journal télévisé. Un petit aperçu. Timimoun, cette ville du sud-ouest algérien connue pour ses paysages féeriques à couper le souffle et ses habitants à l'accueil chaleureux. La région est aussi célèbre pour ses qsours en terre cuite, ses oasis et ses grottes.
Après le franc succès de la première édition, Team Imoun a été choisi pour abriter une deuxième fois le trek et renouer avec l'ambiance des courses. Les participants. Petit aperçu du documentaire de 26 minutes, ce sera demain après le journal de 19h. De belles images, hein, c'est Mustafa. Je suivrai attentivement. C'est phénoménal. Les richesses dont nous disposons dans notre pays sont phénoménales. Il y a beaucoup à faire et le tourisme doit maintenant fortement s'impliquer dans le développement de notre pays. Et à chaque fois que vous défendez le dossier de l'Algérie, c'est le sport et le tourisme. Le sport, le tourisme, la culture, et puis aussi l'histoire. L'histoire également. Notre histoire. Les Jeux méditerranéens, on a clairement expliqué que l'Algérie a toute une histoire et a perdu 1,5 million de martyrs pour son indépendance. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de s'unir et de se mettre au travail pour que l'Algérie ait sa véritable dimension. Le président aspire à ce que nous soyons un pays émergent et je suis d'accord avec lui. J'ai parcouru pratiquement toute l'Afrique. Il n'y a pas un seul pays qui a la dimension de l'Algérie. Donc il s'agit maintenant de se mettre au travail et de s'impliquer pour le développement de notre pays. Un dernier message pour l'ensemble du mouvement sportif national, les sportifs africains. Et puis j'espère de bons résultats aux Jeux olympiques. Oui. Il y a bientôt, au mois de mars, les Jeux africains qui vont se tenir au Ghana. À Accra, dans 66 jours. Bon, les choses sont un peu compliquées parce que ça va être au mois de Ramadan. Oui. On a, nous, clairement argumenté en disant que ce n'était pas la période à retenir, puisque la majorité des athlètes et des responsables sont musulmans, africains sont musulmans. Mais bon, ils ont eu un problème d'emploi du temps, de timing, et ils ont été obligés d'inscrire dans le calendrier une période qui n'était pas accessible. Mais espérons que ça sera une réussite parce que l'Afrique mérite amplement cela. Merci beaucoup, Président. Merci de nous avoir rendu visite. Nordine Hani, un dernier mot. Tout d'abord, tout à l'heure, j'avais perdu le nom de l'entraîneur de la Libye. On vient de me le rappeler, donc tout le monde nous suit. C'est Reda Zghili. Reda Zghili, oui. Et puis, donc, on a perdu, il y a eu la disparition de Toufik Ben Omari, l'entraîneur de volley. Et en signant l'IEPS, toutes mes condoléances, notamment à sa femme, Gerfa Nassera, qui est une ancienne handballeuse de l'équipe nationale. Voilà, nos condoléances à la famille. Merci M. Mustafa Baraf et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. On se retrouve lundi prochain.